C'est un livre que j'ai mis très longtemps à écrire, parce que je l'avais commencé pendant que j'écrivais le premier tome de la trilogie. Et c'est un livre qui est fait de digression. Et de digression en digression, je m'éloignais tellement que je me suis perdue. Et j'étais perdue et désorientée. En fait, à l'origine du livre, il y a le souvenir de 2 petites vignes que possédait mon grand-père qui sont sous le lac du Salago, qui est un lac de barrage. On a barré le Salago. Et du coup, ça a noyé quelques fermes, toute plein d'infrastructures, des ponts, des routes, et beaucoup de vignes, dont les vignes de mon grand-père, qui étaient 2 petites vignes de vraiment très peu d'importance. Et de cet ennoyage, j'en parlais déjà depuis très longtemps, puisque j'en parlais dans mon second livre publié ici, chez Paul, dans Les adolescents troglodytes. Sauf que, au lieu que ce soit des vignes, c'était une ferme qui était noyée, pour des besoins narratifs. Et puis, dans Sauf riverain, je me suis attachée à voir tout ce qui était noyé, à part ces 2 petites vignes, que moi je n'ai jamais connues. Je dis c'est le souvenir de ces vignes, non, puisque je ne les ai jamais connues. Donc je voulais voir tout ce qui était sous ce lac, donc c'est pour ça que ça m'amène à d'autres histoires. Et puis, comme il y a eu ces accidents qui se sont produits, ces rencontres, etc., qui se sont produites, et qui m'ont amené à visiter un autre lieu qui est au-dessus, en passant par le Larzac, et ce lieu c'est une région qui s'appelle le Lévézou. Là, je me suis aperçue qu'il y avait d'autres lieux disparus dans ma famille, et qui sont des fermes. Comme si, dès les adolescents troglodytes, j'avais mélangé les deux, une ferme disparue, et des vignes noyées. Et la ferme, elle n'est pas noyée, mais elle est disparue pour d'autres raisons que je raconte dans le livre. Et comme entre les 2 lieux, qui sont chacun liés à un côté de la famille, la vallée du Salago côté paternel et le Lévézou côté maternel, il y a le plateau du Larzac, que c'est un lieu très marqué et qui a beaucoup compté pour moi. J'ai aussi un peu étudié l'histoire du Larzac. Et notamment l'histoire du Larzac pendant mon enfance, qui est celle qu'on connaît, celle de la volonté d'étendre le camp militaire. Voilà, en gros, la structure du livre. Donc il y a tout le temps des allers-retours entre les 2 territoires familiaux et des digressions sur les habitants de ces lieux. Et puis, il y a aussi des portraits. Alors, il y a non seulement les portraits en creux des habitants de ces lieux, par exemple le portrait d'un très très grand facteur d'orgue du XVIIIe siècle qui s'appelle Dom Bedos de Celles. Celles étant le village qui devait être noyé et qui n'a pas été noyé par le lac du Salago. Il y a un autre portrait en creux qui prend de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, qui est celui d'un oncle qui écrit quasiment le livre avec moi à un moment donné, puisqu'il m'apprend des choses sur ma famille. Et moi je deviens... comment dire, juste presque celle qui écrit ce qu'il me dit, quoi. Et sauf que cet homme qui va donc devenir un personnage va complètement m'échapper à la fin. Ou plutôt, il va ne plus exister en tant qu'homme et ne va plus qu'exister en tant que personnage. Puisque c'est la seule personne qui ne sera pas sauve dans le livre. Puisque tous les riverains sont saufs, comme l'indique le titre, sauf lui. Oui, il y a aussi, c'est vrai, une étude géologique de la formation de la vallée du Salago, et qui était importante puisqu'il y a beaucoup d'attention aux roches. Bon, il y a une roche très particulière qui s'appelle la Ruffe, là-bas, qui est une roche rouge, qui est pleine d'oxyde de fer. Plein de choses sur la faune et la flore. Donc je voulais, c'est le prélude au livre, essayer de retracer la formation de cette vallée. Ce qui était très difficile pour moi, qui ne connaît rien à tout ça. Et ensuite, oui, des recherches historiques, puisqu'il y a des personnages historiques, pratiquement tout le long du livre. Alors je me suis autorisée quelques approximations et quelques petits mensonges. Mais sinon, j'ai énormément enquêté, et c'est pour ça que ça a été difficile, parce que l'enquête prenait le pas sur l'écriture. Puisque j'avais des milliers et des milliers de documents à consulter, à archiver, etc. Je me mets en scène en tant que personnage et en tant qu'enquêtrice, et c'est là où je me suis rendu compte que c'était
pas si moi pas tellement moi par rapport à ce que je voulais, et puis surtout par rapport à ce qu'on pourrait percevoir. Voilà. Il y a comme une mise en abîme en même temps du livre en train de s'écrire. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, il m'échappe. En plus, je sais pas comment ça se fait. Chaque fois que j'étais quelque part, il y avait des personnes qui m'intéressaient par rapport à mon livre dans ce lieu-là. À un moment donné, j'étais dans le Vaucluse, je m'aperçois que le facteur qui a restauré un des plus grands orgues café dont Bedos de Sel, qui est à Bordeaux, ce facteur-là habite le Vaucluse. Donc au moment où je voulais aller l'interroger, j'étais dans le lieu. J'étais à Bordeaux quand le titulaire de l'orgue était à Bordeaux. J'ai pu rencontrer plein de personnes. Voilà, et suivre à la trace des personnages de ces livres. Et je suis retournée sur les lieux, en particulier autour du lac du Salago, et j'ai pu explorer des lieux que la narratrice dit avoir explorés dans son enfance et que moi, en réalité, je n'avais pas exploré. Et comme si je m'inventais une enfance et que je pouvais ensuite l'écrire. D'ailleurs, plein de fois, j'explique la différence entre vivre et écrire, parce que c'est aussi un livre sur ça. Comment on est un peu à l'écart du monde quand on écrit. Voilà. Alors, au départ, il y a ces deux petites vignes, qui sont un prétexte finalement pour parler de l'anoyage de cette vallée, et parler de Bedos de Sel, de Paul Vigny-Docton, de plein de gens qui gravitent autour de cette vallée. 300 ans avant l'anoyage à peu près. De 300 ans avant l'anoyage jusqu'à nos jours. Et puis il y a la rencontre de secret de famille. Il se trouve que je fais cette rencontre-là pendant l'écriture du livre. Donc ça m'amène à enquêter sur ma propre famille, mais comme si ma propre famille était un objet d'enquête comme un autre en fait. Parce que, avec ce personnage de Paul Vigny-Docton, qui était donc dans l'ordre médecin, écrivain, député, maire du village où il a amené l'eau, c'est à ce titre-là qui rentre dans mon histoire. Et donc il dirigeait une des premières maisons de naturisme et de station Uval, c'est-à-dire qu'on se soigne en mangeant du raisin. Donc comme il a ouvert cette maison dans les années 30, se sont greffés plein d'autres personnes et personnages hauts en couleur, comme vous dites. Et donc j'avais tout un chapitre sur notamment un acteur de la comédie française, Pierre Faubert, qui avait fugué de Paris, que tout le monde cherchait et qui était allé se réfugier dans cette maison-là. Mais ça faisait des digressions de digressions et c'était pas tenable. Donc j'ai amputé mon livre de plein de monde et je me suis dit c'est pas grave, j'en ferai des nouvelles. Et voilà, parce que du coup j'ai consulté le fonds Paul Vigny-Docton aux archives départementales de l'Hérault, fonds qui n'avait été jamais ouvert quasiment. Et où j'ai trouvé notamment, donc je me suis concentrée moi sur pas ces livres, mais sur le courrier qui arrivait à la Maison du Soleil, elle s'appelait, cette maison de repos naturiste. Et là, c'était extraordinaire. Voilà, je n'ai fait que remettre ça à ma sauce. C'était absolument... La Maison du Soleil, qui était donc une maison de repos naturiste et station Uval, était quasiment mitoyenne de la maison de mes grands-parents. Ah ben, c'est là où... je crois, est vraiment l'origine autobiographique, c'est que ça s'est passé au moment où je suis née. Donc ça s'est fait sur 2 ans. Les vannes ont été fermées en mars 1969. Le lac a été complètement rempli en avril 1971. Moi je suis née en septembre 1969, au moment, quasiment, où la vigne de mon grand-père était recouverte par les eaux. Voilà. Et il y a tout un moment où la narratrice retrouve une image où on voit mon père et mon grand-père en train de vendanger, image prise par ma mère qui est prête à accoucher de moi. Et dans l'histoire de ma sœur. Dans la vie, non. Je parle beaucoup d'une sœur jumelle, mais est-ce que c'est ma sœur? Je ne sais pas. Voilà. Pour des raisons de structure, pour des raisons d'équilibre, pour des raisons visuelles, j'avais besoin d'une gémellité. Or, il y a une histoire de jumeaux liée à un autre lac, qui est celle des frères Paillard, dans un lac dans le Jura qui, lui, noie une chartreuse. Et cette histoire-là, j'ai aussi dû l'enlever, que j'avais mise pourtant,
mais j'ai dû l'enlever parce que pareil, je m'éloignais trop. Et donc, pour moi, il fallait qu'il y ait une histoire de jumeaux aussi. C'était une question de symétrie à un moment donné par rapport au plan d'eau. C'est pas du tout une histoire de cohérence, c'est une histoire visuelle. Je le vois. Je le vois comme ça. Et en plus, j'avais besoin d'une copine qui ait le même âge que moi. Et le personnage de la copine se détachait trop. Donc j'ai décidé de fusionner la sœur et la copine. Donc il fallait que la sœur ait le même âge que moi. Il y a une sœur jumelle. Ce personnage est fait de 2 personnes que je connaissais. Ma meilleure amie, qui a le même âge que moi, et ma sœur, qui n'a pas le même âge que moi. Voilà. Écrire, c'est faire des choix, et c'est, je crois, en tout cas pour moi, le plus difficile. Donc je mets tout le temps de côté. Mes notes n'arrêtent pas de passer d'un fichier à l'autre parce que je me dis on ne sait jamais si je peux le réutiliser ailleurs ou en faire une nouvelle. Surtout quand il y a des questions de personnages, j'arrive pas à les abandonner. Je sais pas, c'est bizarre parce qu'ils s'en foutent complètement et certains sont morts depuis longtemps. Voilà. La toponymie, l'origine des noms de lieux et tout ça m'a beaucoup intéressée et il y avait comme volonté de s'inscrire vraiment dans la terre, de l'endroit. Parce que c'est quand même la narratrice, elle essaie de se placer par rapport à une famille qui est constituée essentiellement de paysans et un peu de soignants. Et donc elle cherche sa place là-dedans. Donc elle explore ces pays et elle le fait par quoi? Par des mots. Donc des noms de lieux, mais aussi des noms de choses, de plantes, d'animaux, tout ça. Et on sent bien que c'est complètement le travail de l'écriture et pas du tout quelque chose qui est vécu. Et voilà, c'est son travail à elle, elle creuse son sillon là, mais qu'est-ce qu'elle a pour travailler la terre, à part des mots et des phrases, pas grand chose. Je voulais écrire ce livre en mettant mon nom de naissance dessus. Et Paul m'avait dit oui, et le méchant des éditions de Paul, Jean-Paul Hirsch, m'a dit non. Et ensuite Paul m'a dit mais c'est toujours les méchants qui ont raison, donc vous ne pouvez pas publier sous votre vrai nom, votre nom de naissance. Et moi je me suis dit, pourtant ça parle de ce nom, puisque ce nom est lié au lac, puisque c'est le nom d'un village au bord du lac de Salago. Et puis il a une étymologie qui me paraissait intéressante, donc je l'ai mis dans la 4e de couverture. À partir de là, j'étais obligée de mettre les vrais noms de tout le monde. Mais je me suis prémunie d'éventuels chagrins que je pourrais causer, je ne sais pas, en faisant lire le livre à ma mère avant de l'envoyer à Paul. Voilà, en me disant, est-ce qu'il y a des choses que tu penses qui peuvent gêner, dis-moi-le. Puisqu'en plus, ce que je dis est complètement interprété. Donc c'est ma vision des choses. Et c'est même pas ma vision de quand j'étais petite, c'est ma vision de maintenant moi en train d'écrire. Ce que je dis avoir vécu étant petite, je n'ai même pas forcément vécu, en tout cas pas comme ça. Voilà. Je voulais écrire au présent de la date dont il était question. Automatiquement, il y a des choses qui sont au passé et au futur. Par exemple, si j'écris en mai 1726, ce qui s'est passé en mars 1969 est dans le futur, et je l'évoque déjà. Et dans ce futur-là, il y a du passé, qui sera, mettons, du 19e, qui sera quand même du futur par rapport à la date à laquelle j'écris. Donc c'était très très difficile, il y a beaucoup de futurs antérieurs, etc. Mais je tenais à ce que ça parte de l'endroit et du moment où c'était écrit. Et j'ai fait attention à ne pas mettre trop de nous, je crois qu'il n'y en a quasiment pas à ce moment-là, plutôt des on, de manière à ce que moi, en tant que personnage, n'étant pas encore née, par exemple, je ne peux pas parler. Mais je peux parler quand même d'une communauté de personnes vivant dans ces lieux. Donc finalement, la première personne que je n'ai jamais quittée depuis que j'écris s'efface énormément, puisque on est dans un autre temps. Donc il y avait beaucoup de premières personnes à ce moment-là, au profit de ce on qui est une première personne du pluriel très particulière et beaucoup de il et de elle. Donc troisième personne du singulier et du pluriel. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas encore exploré. Et ça m'intéresse à chaque livre d'explorer d'autres manières de raconter. Alors je sais que ça désoriente certains lecteurs, mais moi je veux
je veux apprendre, j'ai encore beaucoup à apprendre et à entreprendre. Et puis j'essaie de trouver la manière d'écrire qui me semble la plus juste par rapport à ce que j'écris. Et c'est jamais la même, puisque je ne m'intéresse pas aux mêmes choses. C'est des lecteurs qui m'ont dit ça, il y a beaucoup d'eau dans vos livres. Donc j'ai cherché pourquoi. Et je me suis aperçue que je m'intéressais, oui, à l'eau, mais pas n'importe quelle eau, au rapport de l'homme et de l'eau. Donc aux rives, parce que c'est là qu'ils se rencontrent le plus souvent. Et donc à l'implication de l'homme dans la nature, donc au paysage. Finalement, depuis 2 ou 3 livres, là, je m'intéresse beaucoup au paysage. C'est-à-dire à l'écriture des hommes dans un lieu.